Ma fille a pris ma villa et l'a donnée à la famille de son mari en disant, maintenant, elle est à eux. Tu n'as pas le droit de venir ici. J'ai souri et hoché la tête, dissimulant ma colère. Mais lorsqu'ils sont venus emménager, je leur ai préparé une surprise inoubliable. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. La trahison s'est transformée en vengeance, la justice a frappé d'une manière inattendue, changeant tout à jamais. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. J'ai claqué la portière de la voiture et attrapé mon sac de week-end, imaginant déjà les heures tranquilles à venir au bord du lac. 3 jours de paix dans ma villa, exactement ce dont j'avais besoin après une autre semaine épuisante à gérer les propriétés de San Diego. Les 2 heures de route depuis la ville en valaient la peine, ne serait-ce que pour revoir les eaux cristallines du lac Tahoe. Mais quelque chose clochait. 2 silhouettes en peignoir blanc se tenaient sur ma terrasse privée, des tasses à café fumantes à la main. Ma fille, Kelly, était adossée à la balustrade, ses cheveux noirs illuminant le soleil de l'après-midi. Derrière elle, un homme que je reconnus comme son mari, Palmer, se tortilla, mal à l'aise, en m'apercevant. « Qu'est-ce que c'est » murmurai-je, mon sac glissant de mes doigts soudain engourdis. Kelly se redressa, son visage se durcissant en une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Même durant ses pires années d'adolescence, elle ne m'avait jamais regardé avec un tel mépris. « Papa, tu ne peux pas rester ici » cria-t-elle d'une voix si aiguë qu'elle couperait le verre. Palmer et moi prévoyons un week-end en amoureux. Je clignai des yeux, certaine d'avoir mal compris. C'était ma villa. L'acte de propriété portait mon nom, acheté avec l'argent que j'avais gagné en construisant la moitié du quartier commerçant de San Diego. Elisabeth et moi avions choisi chaque carrelage, chaque robinet, chaque meuble. Mais Kelly, c'est ma villa. Commençai-je, ma voix s'éteignant sous l'absurdité de devoir énoncer cette évidence. Je m'en fiche, dit-elle en claquant sa tasse avec un tintement sec. Nous étions là les premiers et nous ne partirons pas. Palmer marmonna quelque chose que je ne compris pas, mais Kelly lui fit signe de s'éloigner. Son peignoir s'ouvrit légèrement et elle le resserra d'un coup sec. « Chérie, j'ai fait 2 heures de route » dis-je en faisant un pas hésitant vers la porte d'entrée. « Je voulais juste passer le week-end. Sors d'ici et ne nous dérange pas. » La voix de Kelly s'éleva jusqu'à devenir un cri. « De toute façon, tu es juste sur mon chemin. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Sur mon chemin? C'était ma propriété. Mon refuge. L'endroit où Elisabeth et moi avions prévu de vieillir ensemble. Où j'en étais venu à me sentir proche de son souvenir. Je restais là, le sac à mes pieds, à contempler ma fille unique tandis qu'elle me fusillait du regard depuis la terrasse de ma propre maison. Palmer regarda partout sauf moi, le visage rouge au-dessus du col de son peignoir. 28 ans et Kelly m'ordonnait de quitter ma propriété comme si j'étais un étranger indésirable. La fille qui grimpait sur mes genoux pour me raconter des histoires avant de dormir, qui m'avait appelé papa jusqu'à ses 16 ans, qui avait sangloté dans mes bras à l'enterrement de sa mère. La voix d'Elisabeth murmurait dans ma mémoire, « Sois patient avec elle, Fred. Elle est encore en train de faire son deuil. Laisse-lui du temps. » 3 ans. Je lui avais donné 3 ans de patience, de compréhension, de faire des pieds et des mains pour s'adapter à ses humeurs et à ses exigences. Et voilà ce que j'avais obtenu. Bien, m'entendis-je dire, le mot ayant un goût de cendre. Bien, j'y vais. Je me penchai pour ramasser mon sac, mes genoux craquant sous le mouvement. 62 ans, et ma propre fille me traitait comme de la poussière sur ses chaussures. Bien, cria Kelly. La prochaine fois, appelle d'abord. La prochaine fois, appelle d'abord pour utiliser ma propriété. Je retournai à ma voiture, les jambes tremblantes. Chaque pas me donnait l'impression de battre en retraite sur un champ de bataille où je ne savais même pas que j'étais censé me battre. Derrière moi, j'entendis la voix de Kelly, plus douce maintenant, parler à Palmer de leur dîner prévu. Le moteur démarra avec un ronronnement doux. Une mécanique allemande, fiable comme toujours, contrairement à la famille, apparemment. Je sortis de l'allée en marche arrière, les mains agrippées au volant si fort que mes jointures blanchirent. Dans mon rétroviseur, j'aperçus Kelly et Palmer, bien calés dans leur fauteuil sur la terrasse, ignorant déjà mon existence. Ma fille leva sa tasse de café pour ce qui aurait pu être un toast, ou un dernier au revoir. La route du retour vers San Diego s'étendait devant moi, déserte et longue. Je rentrerai chez moi, vaincu, la queue entre les jambes, comme Elisabeth l'avait toujours craint, comme toujours. Le lundi soir, je me retrouvai dans mon bureau, savourant un café tiède et les restes d'un dîner solitaire. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'humiliation du vendredi à la villa. Le samedi, je sursautais à chaque sonnerie, m'attendant à ce que Kelly appelle pour m'expliquer. Dimanche, j'ai réalisé avec embarras que j'étais peut-être toujours trop prompt à capituler. La sonnerie stridente du téléphone a traversé mes pensées. Papa. La voix de Kelly n'avait rien de la chaleur que j'espérais désespérément. Froide, professionnelle. Écoute attentivement. Palmer et moi avons pris notre décision.
La villa appartient désormais à ses parents. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin entre mes lèvres. Quoi? Kelly? De quoi parles-tu? Carl et Margaret Thompson. C'est leur maison maintenant. Ces mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. Tu n'as plus le droit d'y aller. Le fauteuil en cuir a craqué tandis que je m'avançais. Kelly, as-tu perdu la tête? Tu ne peux pas prendre ma propriété comme ça. En fait, je le peux et je le fais. Sa voix s'est aigrie comme une lame. Tu ne l'utilises presque plus de toute façon, et ils ont désespérément besoin d'un logement convenable. 30 ans de journée de 12 heures à bâtir mon entreprise de construction ont traversé mon esprit. Chaque bataille pour obtenir un permis, chaque client difficile, chaque sacrifice qu'Elisabeth et moi avions fait pour nous offrir cette maison de rêve au bord du lac. C'est ma villa. Les mots ont jailli de moi avec une force surprenante. J'ai travaillé 30 ans pour acheter cette maison. Le rire de Kelly était dénué d'humour. Tu es ridiculement égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi depuis la mort de maman. Quelque chose a craqué. Tout ce que tu as fait pour moi? Ma voix s'est élevée pour égaler la sienne. J'ai payé ton mariage, ta voiture, tes prêts étudiants, cette caution pour cet appartement luxueux. C'est ce que font les pères, m'a-t-elle interrompu. De plus, tu es vieille et seule maintenant. De quoi as-tu besoin avec une si grande villa? Vieille et seule? La phrase a fait l'effet d'un coup de poing, mais au lieu de me faire taire, j'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. La douce voix d'Elisabeth murmurait de mémoire des mots de patience, mais Elisabeth n'avait jamais entendu sa fille parler avec une cruauté aussi calculée. Ce sont les parents de Palmer, Kelly. De parfaits inconnus pour moi. Ils font partie de la famille maintenant, et contrairement à toi, ils apprécieront vraiment ce qu'ils reçoivent. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Non. Le silence s'est étendu entre nous. Je pouvais presque entendre sa surprise crépiter à travers la connexion. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai répondu, non, Kelly. La réponse est non. Tu ne peux pas me dire non. De toute façon, cette villa est un gaspillage. Son sang-froid a finalement craqué, révélant quelque chose de laid. Les parents de Palmer ont des difficultés financières, et tu ne fais qu'accumuler des biens que tu visites à peine. L'ironie était palpable. Je venais plus souvent la voir depuis la mort d'Elisabeth, cherchant du réconfort là où nous étions le plus heureux. Kelly le savait parfaitement. Ils peuvent trouver leur propre logement, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenu égoïste. La voix de Kelly monta jusqu'à l'hystérie. Maman aurait honte de toi. C'était une infraction. Elisabeth n'aurait jamais cautionné ce vol. Cette manipulation de l'amour d'un mari en deuil pour sa fille unique. Ta mère serait horrifiée par ce que tu es devenu, dis-je doucement. Kelly inspira profondément. Comment oses-tu? Je raccrochai. Pour la première fois en 3 ans, j'avais raccroché au nez de ma fille. Le téléphone resta silencieux sur mes genoux, mon cœur battant la chamade. Dehors, la circulation nocturne de San Diego bourdonnait à son rythme familier, mais dans mon bureau, tout avait changé. Le téléphone sonna de nouveau immédiatement. Le nom de Kelly s'afficha à l'écran. Je l'éteignis. Le sommeil me trottait dans l'esprit cette nuit-là. Je restai assise dans mon fauteuil en cuir jusqu'à bien après minuit, ressassant chaque mot de la demande scandaleuse de Kelly. Le silence dans mon bureau semblait différent maintenant, non pas paisible, mais chargé de possibilités. Au matin, quelque chose de fondamental avait changé en moi. Le lever du soleil du mardi apportait la clarté. J'ai préparé du café, récupéré mon ordinateur portable et commencé à faire des recherches sur le droit immobilier avec la précision méthodique qui avait bâti mon empire de la construction. Loi californienne, exigence de transfert, besoin en documentation, informations que j'avais apprises des décennies auparavant, mais dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin contre ma propre fille. Le téléphone a vibré de SMS toute la journée. Kelly, bien sûr. Papa, il faut qu'on parle d'hier. Et puis, ne t'entête pas. Enfin, les parents de Palmer viennent visiter la villa ce week-end. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Mercredi matin, je me suis rendu au cabinet de mon avocat en centre-ville. Marcus Chen s'occupait de mes transactions commerciales depuis 15 ans, un esprit vif enveloppé d'une courtoisie diplomatique. Son bureau d'angle surplombait le port, ses baies vitrées encadrant les voiliers qui dansaient sur la baie. Fred. Marcus se leva de derrière son bureau en acajou et me tendit une poignée de main ferme. Content de te voir. Comment puis-je t'aider? Je m'installai dans le fauteuil familier, le cuir grinçant toujours au même endroit. Je dois discuter des stratégies de protection de propriété. Marcus haussa un sourcil, mais resta neutre sur le plan professionnel. Commercial ou résidentiel? Résidentiel. La villa du lac Tahoe. Je marquai une pause, choisissant mes mots avec soin. Quelqu'un tente de revendiquer des droits de propriété qu'il ne possède pas. Un membre de la famille. La question résonna comme un diagnostic que je n'étais pas prêt à entendre. Oui.
Marcus hocha lentement la tête, son expression devenant plus sérieuse. Cela complique les choses. Les conflits familiaux concernant la propriété peuvent vite dégénérer. Quelles sont mes options? Plusieurs. Marcus sortit un bloc-notes, son stylo déjà en mouvement. Premièrement, nous nous assurons que vos documents de propriété sont en béton. Deuxièmement, nous pouvons mettre en place des mesures de protection supplémentaires. Trust, structure de SARL, tout ce qui convient à votre situation. Dans quel délai? Dépend de la complexité. Examen de base des documents. Quelques jours, une protection plus sophistiquée. 2 à 3 semaines. J'ai repensé au SMS de Kelly. Les parents de Palmer viennent ce week-end. Je n'aurai peut-être pas tout ce temps. Marcus posa son stylo, scrutant mon visage avec l'intensité qui le rendait excellent à décrypter les clients comme les jurys. Fred, quelqu'un essaie-t-il de te forcer à quitter ta propriété? La question flottait entre nous comme une accusation. Quand j'acquiesçai, l'attitude professionnelle de Marcus se durcit et prit une tournure plus personnelle. Alors, on commence immédiatement. J'aurai besoin de copies de tous les actes, documents de transfert, tout ce qui concerne l'historique de propriété. Je peux tout te remettre d'ici demain matin. Bien. Marcus prit une autre note. Et Fred, documente tout. Conversation, menaces, tentative de coercition. Les archives contemporaines comptent dans ces situations. Menaces. Coercition. C'est le terme juridique pour ce que ma fille avait tenté de me faire. L'ascenseur descendait vers le parking, chaque étage marquant ma distance avec la vie que je connaissais quelques jours plus tôt. Au niveau du hall, mon reflet se figea dans les portes en acier poli. Un homme qui paraissait plus âgé que ses 62 ans, mais avec quelque chose de nouveau dans le regard. La détermination. Mon téléphone sonna alors que j'arrivais à la voiture. Kelly encore, cette fois, je répondis. Enfin. Sa voix avait le tranchant de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Il faut mettre un terme à ces bêtises enfantines. La seule bêtise, dis-je calmement, c'est ta croyance en ton pouvoir me voler. Voler? Comment oses-tu utiliser ce mot avec moi? Comment appellerais-tu s'emparer de la maison de quelqu'un sans permission? Le silence de Kelly dura plus longtemps que d'habitude. Lorsqu'elle reprit la parole, son ton était devenu plus calculé. Papa, les parents de Palmer ont vraiment des difficultés financières. Margaret a perdu son emploi le mois dernier, et la pension de Carl couvre à peine leur loyer. Une technique de manipulation que je connaissais depuis son adolescence. Appeler à la compassion quand les demandes échouent. C'est regrettable, mais cela ne leur donne pas de droit sur ma villa. Tu pourrais être généreux? Faire preuve d'un esprit de famille. Comme l'esprit de famille dont tu m'as fait preuve vendredi à la villa. Nouveau silence. C'était. Nous étions surpris de te voir chez moi. Tu aurais dû appeler avant. La logique circulaire était vertigineuse. Kelly, je ne donnerai ma villa à personne. C'est définitif. Très bien. Sa voix s'est brisée comme un fouet. Mais les parents de Palmer viennent quand même la voir ce samedi. Ils ont déjà pris leurs dispositions pour le voyage. La ligne a été coupée. Je me tenais à côté de ma voiture, les téléphones toujours collés à l'oreille, écoutant la tonalité. Au-dessus de moi, le ciel de l'après-midi de San Diego s'étendait à perte de vue. Le même ciel qui m'avait vu construire tout ce que je possédais au fil des décennies de travail honnête. Samedi était dans 4 jours. La tonalité continuait son bourdonnement mécanique tandis que j'étais figé dans mon fauteuil en cuir, le téléphone toujours collé à l'oreille. Les mots de Kelly résonnaient dans le silence soudain. Les parents de Palmer viennent quand même la voir ce samedi. Regardez-la comme si ma villa était déjà la leur. Lentement, j'ai baissé le téléphone et l'ai posé sur la table d'appoint à côté de ma tasse à café oubliée. Le liquide avait refroidi depuis des heures, une fine pellicule se formant sur sa surface sombre. Dehors, la circulation nocturne de San Diego lui offrait sa bande sonore familière. Mais dans mon bureau, tout semblait différent. Depuis combien de temps cela durait-il? Quand exactement avais-je cessé d'être le père de Kelly pour devenir son compte bancaire personnel? Les souvenirs me revinrent avec une douloureuse clarté. Le mariage de Kelly, 2 ans auparavant. Elle avait appelé pour avoir besoin d'aide pour les dépenses. Mais j'avais fait un chèque de 15 000 $ sans même demander un budget détaillé. La désinvolture avec laquelle elle l'avait accepté, comme si j'étais un distributeur automatique de billets plutôt que son père faisant un sacrifice important. Puis les problèmes de voiture de Palmer 8 mois plus tard. Papa, on a vraiment besoin d'un moyen de transport fiable, dit Kelly, sa voix portant ce ton particulier qui, j'avais appris, signifiait une autre demande. 25 000 $ pour un SUV flambant neuf acheté et livré en 1 semaine. Palmer m'avait serré la main avec enthousiasme, mais Kelly avait à peine levé les yeux de son téléphone que je lui avais remis les clés. La voix d'Elisabeth murmura de mémoire, « Sois patient avec elle, Fred. Elle est encore en train de digérer ma perte. » Mais Elisabeth était morte depuis 3 ans, et le processus de Kelly s'était transformé en quelque chose de complètement différent.
Quelque chose qui ressemblait étrangement à une exploitation calculée du besoin désespéré d'un père en deuil de maintenir le lien avec son enfant unique. Je me suis levé de ma chaise, les jambes raides à force d'être resté assis trop longtemps sans bouger. Les murs de mon bureau affichaient des décennies de réussite commerciale, des récompenses, des photos de clients, des contrats encadrés de grands projets de construction, preuve d'un homme qui avait bâti un empire grâce à des négociations minutieuses et une réflexion stratégique. Alors pourquoi étais-je devenu si facile à gérer dans ma vie privée? La réponse était encadrée dans un cadre argenté sur mon bureau. La photo d'Elisabeth, prise lors de nos dernières vacances à la villa. Elle riait de quelque chose que j'avais dit, ses cheveux gris reflétant le soleil du lac Tahoe. Au cours des 3 années qui avaient suivi sa mort, j'avais accepté toutes les demandes de Kelly, terrifié à l'idée que ce refus puisse faire fuir la dernière famille qui me restait. Mais une famille ne se volait pas. Une famille ne transformait pas le deuil en opportunité financière. Les frais de scolarité de Kelly s'étaient élevés à près de 40 000 $ en 2 ans. J'avais payé toutes les factures sans poser de questions, même lorsqu'elle avait changé de spécialisation à 2 reprises et prolongé son cursus. Ses appels de remerciement étaient devenus plus courts et moins fréquents, pour finalement disparaître complètement, sauf lorsqu'elle avait besoin d'autre chose. La reconnaissance des schémas, une compétence qui m'avait été bien utile dans les guerres d'appels d'offres et les négociations de contrats, appliquait la même approche analytique au comportement de Kelly, et le schéma était devenu limpide. Chaque demande avait été plus importante que la précédente. Chaque expression de gratitude avait été plus petite. Chaque interaction m'avait semblé plus transactionnelle, moins personnelle. Je pensais être un bon père. Au lieu de cela, je l'avais entraîné à me voir comme une ressource plutôt que comme une personne. L'horloge murale sonna 8 heures. Le son était aigu dans la pièce silencieuse. Les parents de Palmer arriveraient à ma villa dans 4 jours, s'attendant à prendre possession d'une propriété que j'avais mis 30 ans à gagner. Ils avaient probablement apporté un mètre ruban et des catalogues de meubles, planifiant déjà comment réorganiser mon travail à leur convenance. Le conseil d'Elisabeth sur la patience avait été judicieux lorsque Kelly était véritablement en deuil. Mais le deuil ne durait pas 3 ans. Le deuil ne complotait pas pour voler les biens de la personne qui lui avait apporté un soutien financier indéfectible. Le deuil ne raccrochait pas au nez d'un père après avoir exigé qu'il cède sa maison à des inconnus. Ce n'était plus du deuil. C'était de la cupidité. J'ai pris la photo d'Elisabeth et j'ai scruté son sourire familier. Elle avait profondément aimé Kelly, mais elle avait aussi été la maîtresse de maison de notre foyer. Elisabeth n'aurait jamais toléré un tel manque de respect, un tel mépris désinvolte de mes droits et de mes sentiments. « Que veux-tu que je fasse ?» demandai-je doucement à son image. La réponse me vint immédiatement, de ma propre voix plutôt que de la sienne. « Arrête de te faire passer pour une victime. Impossible de dormir ?» J'avais suivi ma routine habituelle du coucher. Douche, brossage des dents, la rubrique sport du journal du dimanche. Mais quand j'ai posé la tête sur l'oreiller à 11 heures, mon esprit refusait de se calmer. Au lieu de me contenter de moutons, je me suis retrouvé à compter les jours. Lundi 28 avril. Mardi 29. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 mai. 6 jours avant minuit, j'avais abandonné toute prétention au repos. Allongé sur le dos, les mains jointes derrière la tête, je fixais le plafond et laissais mon esprit travailler sur le problème comme je travaillais sur les contrats de construction. Décomposer les composants. Identifier le chemin critique. Calculer les ressources et le calendrier. Kelly avait commis une erreur tactique cruciale. Elle m'avait donné une date limite précise. En 30 ans de gestion de projet, j'avais appris que le client qui dévoile son calendrier en premier perd généralement la négociation. Le dimanche 4 mai, elle travaillait à rebours à partir d'une contrainte fixe. Probablement le déménagement des parents de Palmer ou l'expiration du bail. L'horloge numérique affichait minuit 47 lorsque le cadre de la solution commença à se dessiner. Ce n'était plus une question d'émotion. C'était une question de stratégie, et la stratégie, je la comprenais. Chaque client difficile, chaque échéance impossible, chaque entrepreneur qui essayait de me soutirer de l'argent supplémentaire, tout cela m'avait appris de précieuses leçons sur la nature humaine et les leviers. Règle numéro 1, ne jamais négocier par désespoir. Kelly supposait que je voulais absolument préserver notre relation, ce qui était vrai depuis 3 ans, mais les hommes désespérés ne raccrochent pas au nez de leur fille. Les hommes désespérés n'engagent pas d'avocat. Règle numéro 2, l'avantage informationnel fait gagner des contrats. Kelly pensait tout savoir de moi, le veuf endeuillé qui ne pouvait pas refuser les exigences de sa fille. Elle ignorait tout de ma conversation avec Marcus Chen. Elle ignorait tout de l'examen des documents déjà en cours. Règle numéro 3, le timing est déterminant. 6 jours lui semblaient précipités, laissant probablement peu de place à la planification d'urgence. De mon point de vue, 6 jours étaient largement suffisants pour préparer quelque chose d'élégant. J'ai pensé à Frank Morrison,
le promoteur qui avait tenté de m'évincer du projet Arbor District en 1998. Morrison avait usé de tactiques d'intimidation, menaçant de poursuites judiciaires, répandant des rumeurs sur la fiabilité de mon entreprise. Ça vous rappelle quelque chose? Je lui avais laissé croire que ces stratégies fonctionnaient tout en décrochant discrètement des contrats avec 3 de ses plus gros sous-traitants. Lorsque le calendrier de son projet s'est effondré, j'avais préparé des solutions à des tarifs avantageux. Le parallèle était presque parfait. Kelly pensait me mettre la pression pour que je capitule. Au lieu de cela, elle me laissait le temps de préparer le piège parfait. Mon téléphone a vibré, accompagné d'un SMS. Encore Kelly, bien sûr. Papa, les parents de Palmer ont trouvé une entreprise de déménagement pour dimanche. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses plus que nécessaire. Sa présomption était stupéfiante. Elle avait déjà réservé des déménageurs pour ma propriété. Son audace m'a même impressionné d'un point de vue commercial. Il faut toujours faire comme si l'affaire était déjà conclue, même quand on bluffe. Mais j'avais déjà vu ce genre de manœuvre. Tony Castellano avait essayé la même tactique en 2003, se présentant à mon bureau avec des plans d'architecte pour des modifications sur une propriété qu'il n'était pas encore propriétaire. Tony avait appris une leçon coûteuse sur la différence entre confiance et droit de propriété. Kelly était sur le point d'apprendre la même leçon. J'ai supprimé son message et mis le téléphone de côté. Mon esprit explorait maintenant les possibilités. Le même processus méthodique que j'avais utilisé pour transformer une petite entreprise de construction en une entreprise multimillionnaire. Ressources, calendrier, résultats souhaités, risques acceptables. Des ressources, des actifs financiers importants, une représentation juridique, 30 ans de relations d'affaires et un avantage crucial que Kelly ignorait, l'expertise technique de mon voisin Derek. Derek me devait une faveur l'hiver dernier, lorsque je l'avais aidé à gérer une inondation dans son sous-sol. Calendrier, 6 jours pour la mise en œuvre, dimanche pour l'exécution. Résultat souhaité, renversement complet du pouvoir de Kelly. Non seulement empêcher son vol, mais aussi s'assurer qu'elle comprenne les conséquences de me traiter comme une victime. Il était 1h23 du matin lorsque j'ai enfin souri dans l'obscurité. Elisabeth disait que j'avais un côté impitoyable qui se manifestait quand on me poussait trop loin. Elle l'avait constaté avec des concurrents qui tentaient de casser mes offres par des tactiques douteuses avec des fournisseurs qui avaient tenté de rompre les termes du contrat. Vous êtes trop gentil 95% du temps, m'avait-elle dit un jour. Mais ces 5% restants sont absolument terrifiants. Kelly ne les avait jamais vus. Elle allait avoir une masterclass. À 2h du matin, le cadre de base était solide. Demain, je contacterai Derek pour les aspects techniques. Mercredi, je finaliserai les détails avec Marcus. Jeudi et vendredi pour la préparation et le positionnement. Samedi soir, je me rendrai une dernière fois au lac Tao, en père complaisant que Kelly attendait de moi. Dimanche matin, un Fred Martinez bien différent arriverait à la villa, un Fred qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Mardi matin, j'ai eu la clarté que seule une action décisive peut apporter. Je me suis réveillé à 7h, plus énergique que je ne l'avais été depuis des mois. J'ai pris une douche, préparé du café et je suis allé chez Doric à 9h précise. Mon voisin m'a ouvert la porte, vêtu de son uniforme habituel de télétravailleur, un jean délavé et un t-shirt de start-up de la Silicon Valley. Derrière ses lunettes à monture métallique, son regard affichait le regard légèrement flou de quelqu'un qui a fixé du code pendant des heures. « Fred, tout va bien ?» Derek s'est écarté et m'a fait signe d'entrer dans son bureau, où 3 écrans affichaient des lignes de code. « En fait, j'ai besoin de votre aide pour un projet technique créatif. » Je me suis installé dans le fauteuil à côté de son bureau, remarquant l'impressionnante panoplie de gadgets et de câbles qui encombraient chaque surface. Les sourcils de Derek se sont levés, immédiatement intéressés. « Quel genre de projet ? Vous avez définitivement retenu mon attention. De la domotique. Un projet impliquant des détecteurs de mouvement, des assistants vocaux, peut-être des effets de lumière. » Je me suis arrêté, observant sa réaction. Une surprise pour des invités inattendus. « Oh, ça a l'air fascinant. » Doric a pivoté son fauteuil pour me faire face, comme dans une maison hantée, une intégration de maison intelligente avec des éléments théâtraux. Assez proche. Exactement. Le genre de choses qui ferait vraiment impression. Le sourire de Doric était contagieux. Fred, on dirait un film d'horreur. Quand est-ce qu'on commence ? 2 heures plus tard, nous chargions le SUV de Doric de suffisamment de technologie pour équiper un petit centre de recherche. Détecteur de mouvement, bande lumineuse LED programmable, enceinte sans fil, caméra cachée, régulateur de débit d'eau et une tablette avec un logiciel de domotique. Le trajet jusqu'au lac Tao a filé comme un éclair tandis que Derek expliquait les possibilités. On peut programmer des réponses en cascade. Le mouvement déclenche les lumières. Les lumières déclenchent des réponses vocales. Les réponses vocales déclenchent les systèmes d'eau. Toute la maison devient une expérience interactive. Jusqu'où peut-on aller ?
La limite est le ciel. Je pense à des détecteurs de mouvement dans chaque pièce. Un assistant vocal programmé avec des messages personnalisés. Un éclairage qui réagit au mouvement. Derek sautillait pratiquement sur son siège. On pourrait même ajouter la reconnaissance faciale si on veut cibler des invités spécifiques. Intéressant. Commençons par les bases et voyons combien de temps nous avons. Nous sommes arrivés à la villa juste après-midi. Derek a sifflé d'appréciation en nous engageant dans l'allée. Magnifique endroit, Fred. Tes mystérieux invités seront chaleureusement accueillis. L'installation a révélé le véritable savoir-faire de Derek. En quelques minutes, il avait planifié l'emplacement des capteurs dans toute la villa, identifié les angles de caméra optimaux et commencé à programmer la tablette qui contrôlerait tout. Détecteur de mouvement ici dans l'entrée, a-t-il expliqué en installant un appareil pas plus grand qu'un détecteur de fumée. Dès que quelqu'un entre, les lumières du salon s'allument en stroboscope tandis que l'assistant vocal annonce « Vous n'êtes pas les propriétaires de cette maison. Partez immédiatement. » Et s'ils ne partent pas, les yeux de Derek brillèrent. Un mouvement de phase 2 dans le salon déclenche l'ouverture à plein régime de tous les robinets et de toutes les douches de la maison. De plus, les messages vocaux se font plus insistants. Nous avons travaillé sans relâche tout l'après-midi. Derek a fait passer les câbles derrière les plaintes, programmé des séquences de réponse et testé chaque composant avec la précision de quelqu'un qui aimait vraiment les défis techniques. J'aidais autant que possible, impressionné par la sophistication de ce que nous créions. La beauté de ce système, dit Derek en ajustant une caméra cachée derrière une étagère, c'est qu'il est parfaitement légal. Éclairage à détection de mouvement, assistance vocale, système d'eau automatisé, toutes les fonctionnalités standards d'une maison connectée, simplement programmées avec créativité. À 15 heures, chaque pièce était équipée d'au moins 2 détecteurs de mouvement connectés à des effets lumineux qui clignotaient et s'allumaient selon des motifs que Derek décrivait comme profondément troublants. L'assistant vocal avait été programmé avec des messages de plus en plus agressifs déclenchés par la détection continue de mouvement. Les systèmes d'eau de toute la maison s'activaient aléatoirement après le premier mouvement. Testons-le, suggéra Derek, tablette en main. Entrez dans le salon. Je franchis l'entrée. Immédiatement, les lumières se mirent à clignoter de manière désorientante tandis que l'assistant vocal proclamait « Cette propriété appartient à Fred Martinez. Vous êtes en violation de propriété. Partez immédiatement. » Derek apparut à côté de moi, un large sourire aux lèvres. Continuez à bouger. Après 30 secondes de mouvement continu, toutes les lumières de la maison se mirent à clignoter tandis que la voix se transformait en « Attention. Système de sécurité activé. Les autorités ont été prévenues. Évacuez immédiatement. » Le bruit de l'eau qui coule résonna dans la cuisine et les salles de bain tandis que les robinets s'ouvraient automatiquement. Génial, dis-je, sincèrement impressionné. Absolument génial. Derek interrompit la séquence de test, l'air extrêmement satisfait. Le système est équipé d'une batterie de secours, donc ils ne peuvent pas simplement actionner le disjoncteur principal. Et tout est contrôlé à distance via votre téléphone. Vous pouvez surveiller les caméras, ajuster les paramètres et même activer les commandes manuelles. Alors que nous rangeions nos outils, la curiosité de Derek l'emporta enfin. Alors, quand exactement ces mystérieux invités arrivent-ils? Dimanche matin. Et ils ne s'attendent vraiment pas à ça? J'ai repensé au SMS de Kelly qui demandait des déménageurs pour ma propriété. Disons qu'il prévoit de s'installer confortablement chez moi. Le rire de Derek résonna dans la villa vide. Eh bien, ils vont être accueillis chaleureusement. Mercredi matin, Derek est arrivé chez moi à 8h30, les bras chargés d'équipements que je n'avais pas vus la veille. Ses yeux brillaient de la ferveur de quelqu'un qui a passé la nuit à imaginer des améliorations à un système déjà impressionnant. J'ai des idées, annonça-t-il en soulevant un projecteur compact et un ensemble de haut-parleurs. Et s'ils essayaient de couper le courant? Bonne question. Une question à laquelle j'avais réfléchi pendant ma nuit agitée. Que proposez-vous? Des batteries industrielles cachées au sous-sol, et assez d'énergie pour tout faire fonctionner pendant une semaine. Le sourire de Derek était contagieux. De plus, j'ai apporté des projecteurs pour des effets muraux, des ombres dansantes, des personnages en mouvement. Ça va être légendaire. Le trajet jusqu'au lac Tao passa vite tandis que Derek présentait ses améliorations. Projection de silhouettes fantomatiques déclenchées par le mouvement, systèmes audio qui murmuraient depuis des enceintes dissimulées dans toute la maison, alimentation de secours qui rendrait la villa pratiquement impossible à éteindre. Vos mystérieux invités, a dit Derek alors que nous abordions l'allée de la villa, vont croire qu'ils sont entrés dans un film de maison hantée. Parfait. Nous avons travaillé avec une intensité soutenue toute la matinée. Derek a installé des projecteurs dans les pièces principales, les programmant pour projeter des ombres mouvantes sur les murs et les plafonds. L'effet, même en plein jour, était véritablement troublant. Des silhouettes sombres semblaient arpenter les meubles, des formes qui vacillaient juste au-delà de la vision périphérique.
La beauté de cette installation, a expliqué Derek en calibrant un appareil mural, réside dans son impact psychologique. Le cerveau humain essaie de trouver des motifs dans des stimuli aléatoires. Ces projections lui feront voir des choses qui n'existent pas vraiment. Pendant ce temps, je me concentrais sur l'amélioration audio. Derek avait apporté des enceintes professionnelles, à peine plus grandes que des détecteurs de fumée, qu'il avait disposées dans chaque pièce. La bibliothèque sonore qu'il avait constituée était incroyablement dérangeante. Des pas dans les couloirs vides, des voix chuchotées, des craquements de plancher, le vent qui semblait souffler à travers les fenêtres fermées. Le système superpose ces sons de manière aléatoire, remarqua Derek, ajustant les niveaux audio avec précision. Parfois, un seul effet, parfois plusieurs sons se chevauchant, les empêchent de deviner ce qui est réel. À midi, nous avions transformé la paisible villa en un lieu digne d'un thriller psychologique. Le système de batterie de secours, astucieusement dissimulé sous le tableau électrique principal, assurait un fonctionnement ininterrompu, quelles que soient les tentatives de coupure de courant. Et un panneau d'avertissement, suggérai-je pendant que nous prenions la pause déjeuner. Quelque chose pour donner le ton à leur arrivée. Les yeux de Derek s'illuminèrent. Génial. Que dirais-tu de les accueillir dans la maison du futur? Entrez à vos risques et périls. On dirait une sorte de démonstration technologique. Nous avons passé 1 heure à créer l'enseigne parfaite, d'aspect professionnel, à installer bien en évidence sur la porte d'entrée. Pour les observateurs occasionnels, elle évoquerait une vitrine sophistiquée pour une maison connectée. Pour nos visiteurs indésirables, elle donnerait un aperçu clair de ce qui les attendait à l'intérieur. L'après-midi a été consacré à des tests complets et à l'étalonnage final. Derek parcourait chaque pièce tandis que je surveillais la tablette de contrôle, observant les capteurs de mouvement déclencher des réponses en cascade sur tous les systèmes simultanément. Un mouvement a détecté une entrée, appela Derek. Lumières allumées, système de projection enclenché, séquence audio lancée. La villa s'est plongée dans un chaos contrôlé. Des lumières stroboscopiques pulsaient selon des motifs désorientants tandis que des ombres fantomatiques dansaient sur les murs. L'assistant vocal annonçait un avertissement sévère contre les intrusions, tandis que des murmures inquiétants semblaient provenir de recoins vides. L'eau s'est mise à couler des robinets et des douches dans toute la maison. Combien de temps cette séquence va-t-elle durer? Demandai-je, sincèrement impressionné par la coordination continue, tandis que les mouvements sont détectés toutes les 30 secondes si la personne tente de se cacher ou de rester immobile. Derek rayonnait de fierté professionnelle. Le système suppose que toute personne restant à l'intérieur est autorisée ou récalcitrante. Il s'adapte en conséquence. Nous avons effectué des tests finaux dans chaque pièce, garantissant une intégration parfaite entre tous les composants. Les projecteurs se sont parfaitement synchronisés avec les effets sonores. Les capteurs de mouvement ont balayé tous les chemins possibles dans la maison. Les systèmes d'alimentation de secours sont restés invisibles, mais accessibles pour la maintenance. À l'approche du soir, Derek ajustait l'interface de mon smartphone pour me permettre de tout surveiller à distance. Caméra en direct, mise à jour de l'état du système, commande manuelle, commande complète des opérations depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. C'est vraiment le projet domotique le plus sophistiqué sur lequel j'ai jamais travaillé, a déclaré Derek en rangeant ses outils, visiblement réticent à quitter son chef-d'œuvre. Vos invités vont avoir la surprise de leur vie. Debout sur le pas de la porte, j'ai examiné une dernière fois notre œuvre. La villa était exactement comme toujours, paisible, accueillante, sereine. Mais sous cette surface familière se cachait un réseau technologique qui réagirait aux visiteurs indésirables avec une intensité implacable et inéluctable. Merci, Derek. C'est absolument parfait. Le rire de Derek résonna dans la villa vide tandis que nous fermions les portes et regagnions nos voitures. J'ai presque pitié de celui qui débarque ici dimanche. Presque. Dimanche 4 mai, le jour que Kelly avait choisi pour sa victoire finale. Je me suis installé dans mon bureau à 14 heures précises. 3 écrans illuminaient les images des caméras de la villa. L'après-midi paisible au lac Tao paraissait d'une sérénité trompeuse à travers les objectifs haute définition que Derek avait installés sur toute ma propriété. Des oiseaux évoluaient entre les pins. Le soleil scintillait à la surface du lac. Aucun signe du réseau technologique qui attendait sous la façade innocente de la villa. Mon téléphone était posé à côté du clavier, son écran affichant l'application domotique qui contrôlait tous les systèmes que Derek et moi avions si soigneusement intégrés. Détecteur de mouvement activé, systèmes audio prêts, éclairage programmé, commando activé, système de projection chargé de leur chorégraphie troublante. Tout avait été parfaitement testé lors de notre course de clôture du mercredi. Maintenant, place à la vraie performance. À 14h28, un monospace bleu foncé est apparu sur la caméra de la route d'accès, exactement comme Kelly l'avait promis. La ponctualité de ma fille avait toujours été l'une de ses qualités les plus fiables. Utile à l'école, dévastatrice pour la manipulation et parfaite pour planifier sa vengeance.
Pile à l'heure, murmurai-je en ajustant l'angle de l'écran pour une visualisation optimale. Le véhicule s'est engagé dans mon allée avec une assurance décontractée, comme si chaque pierre sur le chemin appartenait à ses occupants. Kelly est apparue la première du côté passager, ses cheveux noirs illuminant la lumière de l'après-midi tandis qu'elle s'étirait, et a examiné ce qu'elle croyait clairement être désormais la propriété de sa famille. Palmer est descendu du volant, s'activant déjà pour aider ses parents à porter leurs bagages. Carl et Margaret Thompson étaient exactement comme je l'avais imaginé, retraités, légèrement burinés, mais avançant avec l'impatience de ceux qui viennent de recevoir un cadeau inattendu. Margaret serrait un grand sac à main et ce qui semblait être des pantoufles, prêtes à se mettre à l'aise chez quelqu'un d'autre. Ils se sont rassemblés à l'arrière du monospace, déchargeant valises et cartons avec l'efficacité d'un déménagement définitif. Pas une visite de week-end, pas un arrangement temporaire, une prise de contrôle totale de ma villa, exécutée avec l'assurance désinvolte de ceux qui croient leurs victimes trop faibles pour résister. Kelly désigna l'entrée principale du doigt, s'adressant avec animation à ses beaux-parents. Même à travers la caméra, son langage corporel respirait le triomphe et l'autorité. Palmer acquiesça, levant de temps à autre les yeux vers les fenêtres de la villa, comme s'il cataloguait mentalement les pièces que ses parents pourraient préférer. Ils s'approchèrent de ma porte d'entrée en groupe uni, 4 personnes absolument certaines de leur droit de revendiquer ma propriété. Margaret marchait légèrement devant les autres, sa posture suggérant quelqu'un prêt à prendre immédiatement en charge les tâches ménagères. Puis ils atteignirent le panneau d'avertissement. La pancarte de Derek, professionnellement installée, trônait bien en évidence près de l'entrée. Bienvenue dans la maison du futur. Entrez à vos risques et périls. Le lettrage était clair, le message sans équivoque, l'avertissement juridiquement valable. Margaret s'arrêta la première, le visage s'assombrissant à la lecture du panneau, sa voix portant clairement à travers le micro audio que Derek avait placé près de l'entrée. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Qui a installé ce truc ridicule? Carl les rejoignit. Elle, les yeux plissés sur le panneau avec une irritation évidente. Probablement un enfant farceur. Ignore-le, Maggie. Le rire de Kelly était sec et dédaigneux. Oh, c'est juste papa qui est bizarre. Il a probablement trouvé ça drôle ou quelque chose comme ça. Ne t'inquiète pas du tout. Palmer haussa les épaules, tendant déjà la main vers la poignée de la porte. Le vieil homme avait toujours été un peu excentrique. Bon, entrons. Mais Margaret n'avait pas terminé, le visage rouge d'indignation tandis qu'elle saisissait le support de fixation du panneau et le détachait du mur avec une force surprenante. L'installation professionnelle que Derek avait mis 1 heure à perfectionner se détacha en quelques secondes, le panneau s'écrasant au sol. Voilà, déclara Margaret en repoussant d'un coup de pied le panneau tombé. Je ne laisserai pas un avertissement idiot gâcher notre premier jour dans notre nouvelle maison, applaudit Kelly. Parfait. Tu as tout à fait raison, Margaret. C'est ta maison maintenant. À travers mes écrans, je les regardais franchir le panneau d'avertissement détruit et s'approcher de ma porte d'entrée. 4 personnes qui venaient de faire preuve d'un mépris total pour ma propriété, mon message et mon droit de fixer des limites chez moi. Un avertissement légitime. Un avertissement légitime, rejeté avec mépris. Palmer inséra la clé que Kelly avait manifestement fournie, probablement copiée sur le double que je lui avais confié des années auparavant. La serrure tourna doucement, la porte s'ouvrit et ma fille conduisit les parents de Palmer jusqu'au seuil de ma villa, tel un général conquérant revendiquant un territoire. Faites comme chez vous, annonça Kelly, sa voix résonnant dans l'entrée. Cet endroit est à vous maintenant. Le cri de joie de Margaret résonna dans les haut-parleurs. Oh, c'est encore plus beau à l'intérieur, Kelly. Je n'arrive pas à croire à quel point c'était facile. Certaines personnes sont naturellement faciles à gérer. Les détecteurs de mouvement ont immédiatement enregistré leur présence. Des voyants rouges se sont allumés sur mon système de surveillance. 4 cibles à l'intérieur de la villa. Systèmes armés et réactifs. Tous les éléments technologiques étaient prêts à être activés. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, le doigt survolant l'écran de mon smartphone qui allait commencer leur éducation au respect de la propriété d'autrui. Pas encore. Qu'ils se mettent d'abord à l'aise. 10 heures sont arrivées avec la précision d'une horloge suisse. Grâce à la caméra de la chambre, j'ai vu Kelly et Palmer s'endormir dans ce qu'ils croyaient être leur chambre principale. L'écran de la chambre d'amis montrait Carl et Margaret déjà inconscients, épuisés par leur journée passée à réclamer ma propriété. Le timing parfait pour leur réveil technologique. Mon doigt a survolé la commande d'activation principale que Derek avait programmée dans mon smartphone. Une seule pression déclencherait tous les systèmes que nous avions si soigneusement intégrés dans la villa. Détecteur de mouvement armé, séquence audio chargée, système de projection prêt, commando prête. Il était temps pour ma fille de comprendre la différence entre un victime et stratège, j'appuyai sur exécuter. La transformation fut instantanée et magnifique. Toutes les lumières de la villa se mirent à clignoter selon des motifs coordonnés, de rapides éclairs rouges,
bleu et blanc qui transformèrent les paisibles chambres en ambiance disco désorientante. Simultanément, l'eau jaillit de chaque robinet, de chaque douche, créant une symphonie tonitruante de liquide se déversant dans la maison. Kelly se redressa brusquement dans son lit, sa silhouette se détachant sur l'éclairage chaotique. Palmer se précipita à ses côtés, tous deux lançant des questions inaudibles à cause de l'assaut technologique. Puis l'assistant vocal se joignit à la performance. Attention, intrusion non autorisée détectée. L'annonce retentit dans des haut-parleurs cachés dans toute la villa. Vous n'êtes pas les propriétaires de cette maison. Quittez les lieux immédiatement. À travers la caméra de la chambre d'amis, je vis Carl et Margaret trébucher hors de leur lit, terrorisés. Le cri de Margaret était clairement audible grâce au flux audio, tandis que des ombres dansantes commençaient à se projeter sur les murs. Des silhouettes fantomatiques qui semblaient gesticuler et se déplacer avec un but surnaturel. Carl, fais quelque chose, la voix de Margaret se brisa de panique. Je ne comprends pas ce qui se passe, répondit Carl, ces mots à peine audibles par-dessus le ruissellement de l'eau et les lumières stroboscopiques. La beauté de la programmation de Derek devint évidente lorsque les systèmes se mirent en cascade, parfaitement coordonnés. Des détecteurs de mouvement détectèrent leurs mouvements frénétiques entre les pièces, déclenchant des alertes sonores supplémentaires et intensifiant les effets visuels. Plus ils couraient, plus la maison devenait agressive. Kelly apparut sur la caméra du couloir, les cheveux en bataille, son assurance complètement anéantie. C'est impossible. Les maisons ne font pas ça. Palmer trébucha derrière elle, essayant d'atteindre ce qu'il pensait être le tableau électrique principal. Où est le disjoncteur? Il faut le couper. Mais les systèmes de secours de Dererick fonctionnaient parfaitement, même s'ils trouvaient le tableau électrique. Les batteries resteraient opérationnelles pendant des jours. La villa était devenue technologiquement autonome, ne répondant qu'à mes commandes à distance. Attention, les protocoles de sécurité étaient activés. L'assistant vocal annonça de nouveau, les occupants non autorisés seront évacués. Margaret apparut sur la caméra du salon, le visage déformé par la terreur tandis que les ombres générées par le projecteur dansaient autour d'elle. Cet endroit est hanté. Il faut partir. La séquence de verrouillage des portes se déclencha lorsque Palmer atteignit l'entrée principale. Dererick avait programmé un délai de 30 secondes, insuffisant pour les piéger, mais suffisant pour créer une panique claustrophobe. Palmer tira frénétiquement sur la poignée. Les portes refusent de s'ouvrir. Quel genre de système est-ce? À travers mes écrans, j'observais 4 personnes qui avaient envahi ma propriété avec assurance, réduites à l'état de victimes terrifiées et désorientées d'une technologie qu'elles ne comprenaient ni ne contrôlaient. Kelly, qui m'avait traité de faible et complaisant, trébuchait à travers les lumières stroboscopiques tandis que des haut-parleurs invisibles chuchotaient autour d'elle. Palmer, qui avait prévu de résoudre les problèmes de ses parents avec ma villa, ne parvint même pas à percer le mystère d'une serrure connectée. Les systèmes de projection atteignirent leur apogée programmé, remplissant chaque mur de silhouettes en mouvement qui semblaient observer et suivre leurs mouvements paniqués. Combinés aux effets sonores surround, aux pas, aux craquements, au vent qui semblait souffler à travers les fenêtres closes, la villa était devenue une maison hantée technologique. Carl s'effondra sur une chaise, le visage blême sous les lumières clignotantes. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. J'essaie, cria Palmer, toujours aux prises avec les commandes des portes. Exactement 6 heures après le début de l'activation, la séquence automatisée atteignit son paroxysme. Tous les systèmes fonctionnèrent simultanément. Lumière, eau, son, projection et avertissements vocaux, créant une surcharge sensorielle destinée à submerger toute pensée rationnelle. Kelly se tenait au centre du salon, tournant en rond tandis que des ombres dansaient autour d'elle et que l'eau jaillissait de sources invisibles. La femme confiante qui m'avait ordonné de quitter ma propriété ressemblait maintenant à une enfant perdue dans un cauchemar technologique. La lumière de l'aube commença à filtrer à travers les fenêtres tandis que les serrures des portes se déverrouillaient enfin. Palmer ouvrit brusquement la porte d'entrée et tous les 4 titubèrent vers la sortie, complètement démoralisés. Mon téléphone se mit à sonner alors qu'ils atteignaient leur monospace. Le nom de Kelly apparut sur l'écran. Le téléphone sonna à 7h30 précise, brisant le silence matinal paisible de mon bureau. Le nom de Kelly s'afficha sur l'écran, et je m'autorisai un petit sourire avant de répondre avec une inquiétude mesurée. Kelly. Bonjour, ma chérie. Comment s'est passée ta nuit à la villa? Sa réponse a brisé le calme matinal comme du verre brisé. Que as-tu fait, vieux malade et tordu? Sa voix crépitait d'hystérie et d'épuisement. Margaret et Carl sont traumatisés. Ils sont à peine cohérents. J'ai ajusté mon ton pour exprimer une douce confusion. Kelly, de quoi parles-tu? Que s'est-il passé là-haut? Ne joue pas les innocents avec moi. Chaque mot tremblait de rage. La maison est devenue complètement folle. Des lumières clignotant partout, de l'eau coulait de tous les robinets, des voix nous hurlant de partir. Fascinant. La coordination de Dererick avait fonctionné encore mieux que prévu.
Ça a l'air absolument terrifiant, ai-je répondu, laissant une inquiétude sincère transparaître dans ma voix. As-tu appelé quelqu'un à l'aide? On a appelé la police, la voix de Kelly s'est brisée. Ils sont venus à 6 heures ce matin, ont tout fouillé et n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont dit que c'était probablement juste un problème technique. Parfait. La beauté de la domotique. Tout à fait légal. Totalement niable. Eh bien, quel soulagement, dis-je raisonnablement. Au moins, tu sais qu'il n'y avait pas de réel danger. Un réel danger? Le cri de Kelly était si fort que j'ai dû tenir le téléphone loin de mon oreille. On n'a pas dormi pendant 8 heures. Karl s'est effondré 2 fois. Margaret n'arrête pas de pleurer. J'ai émis des clics compatissants. Je suis vraiment désolé que tu aies vécu une expérience aussi effrayante. Ces systèmes électroniques modernes peuvent être très imprévisibles. Arrête de te moquer de nous. Le désespoir dans sa voix était presque musical. Ce n'était pas un dysfonctionnement aléatoire et nous le savons tous les deux. Kelly, je suis sincèrement inquiet pour toi. Tu as l'air extrêmement stressé. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté avec une innocence parfaitement dosée. Peut-être que la maison n'aime tout simplement pas que des étrangers y séjournent. Le silence s'est prolongé pendant 10 secondes. Quand Kelly a repris la parole, sa voix était devenue un murmure dangereux. Je sais que c'était toi. D'une manière ou d'une autre, tu as orchestré tout ce cauchemar. Moi? J'ai ri doucement. Kelly, j'étais à San Diego toute la nuit. Comment pouvais-je contrôler les systèmes de la villa à 320 km de là? Tu es une sorte de génie de la technologie, maintenant. C'est ça? En fait, Derek était le génie de la technologie, mais je ne voyais aucune raison de l'éclairer sur mes avantages collaboratifs. Ma chérie, j'arrive à peine à utiliser la télécommande de ma télévision. Tu le sais. La respiration de Kelly devint saccadée, luttant contre l'impossibilité de prouver ses soupçons. La police a dit que tout semblait fonctionner normalement à leur arrivée. Et voilà. Ça devait être une surtension ou quelque chose comme ça. Une surtension qui a duré 8 heures et qui a créé des voix et des ombres mouvantes. J'ai laissé une note d'inquiétude douce transparaître dans ma voix. Kelly, tu es sûr de ne pas avoir imaginé certaines de ces choses? Le stress peut provoquer des hallucinations. Tu sais, des hallucinations. Le mot lui est sorti de la gorge. 4 personnes ont eu les mêmes hallucinations simultanément. L'hystérie collective est un phénomène psychologique avéré. Le sanglot étranglé de Kelly était clairement audible à travers la connexion. Pendant 3 ans, j'avais été celui qui passait des coups de fil désespérés, implorant la compréhension, recevant des réponses dédaigneuses. Cette symétrie était profondément satisfaisante. On ne reviendra jamais, déclara-t-elle, essayant de donner de la force à sa voix tremblante. Jamais. La villa est à toi. On ne veut rien avoir à faire avec ce maudit endroit. C'est probablement sage, approuvai-je avec douceur. Parfois, les maisons développent des personnalités, surtout quand elles sentent que leurs limites ont été violées. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. On trouvera la preuve que c'était toi. Prouver quoi exactement? Que tu as passé une mauvaise nuit, liée à ce que la police a identifié comme un dysfonctionnement technique. Le silence de Kelly s'est prolongé si longtemps que je me suis demandé si la communication avait été coupée. Lorsqu'elle a enfin parlé, sa voix portait le ton creux d'une défaite totale. Je t'ai sous-estimé. Tu as sous-estimé beaucoup de choses, Kelly. Ce n'est pas fini. En fait, dis-je doucement. Je pense que si. Tu as eu exactement ce que tu demandais. Une nuit dans ma villa. J'espère que l'expérience a été instructive. La ligne fut coupée. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, posant délicatement le téléphone sur mon bureau, à côté des écrans encore allumés qui montraient la villa vide. 8 années d'expérience dans la construction m'avaient appris que les solutions les plus élégantes étaient souvent les plus simples. Kelly avait voulu s'emparer de ma propriété par la manipulation psychologique et le terrorisme émotionnel. Je lui avais simplement rendu l'appareil grâce à une technologie supérieure et une patience stratégique. Le téléphone s'est remis à sonner presque aussitôt. Le nom de Kelly s'affichait à l'écran. J'ai éteint. Mardi matin, mes prédictions stratégiques se confirmèrent. Grâce au système de caméra de la villa, j'ai vu le camion de location de Palmer entrer dans l'allée à 10 heures précises, chargé de matériel de serrurerie et avec une expression confiante qui ne durerait pas longtemps. Depuis mon bureau à San Diego, je l'ai observé s'approcher de la porte d'entrée avec des outils professionnels, persuadé que changer quelques serrures réglerait leurs problèmes de villa. Le serrurier engagé par Palmer semblait sceptique avant même d'examiner le système de sécurité intégré de Derek. En moins de 30 minutes, les 2 hommes se grattaient la tête, visiblement confus. Ce ne sont pas des serrures ordinaires, monsieur, la voix du serrurier résonnait clairement dans le micro. Ce sont des systèmes intégrés de domotique, avec scanner biométrique, connectivité sans fil, alimentation de secours. Le visage de Palmer s'assombrit en examinant le matériel sophistiqué. Ne pourrait-on pas tout simplement les remplacer? Pas sans reprogrammer tout le réseau de sécurité.
Le serrurier avait rangé ses outils avec l'efficacité de quelqu'un qui s'apprête à partir. C'est bien au-delà de mes compétences. Il faudrait un spécialiste en domotique. Et Derek Collins était le seul spécialiste dans un rayon de 320 km à connaître parfaitement cette installation. Je pris note de le remercier à nouveau pour son travail minutieux. Palmer se tenait seul dans l'entrée de ma villa. Après le départ du serrurier, les épaules affaissées sous le poids de la défaite tactique. À travers la caméra, je le regardais donner des coups de pied féroces dans l'encadrement de la porte avant de regagner son camion pour le long trajet de retour vers San Diego. Le reste de ma journée de mardi se déroula dans une agréable attente. Kelly recevrait le rapport d'échec de Palmer vers 16 heures. Le soir, le désespoir les pousserait à me rejoindre pour une confrontation finale. 30 ans de gestion de chantier m'avaient appris à reconnaître quand mes adversaires se voyaient dépassés. À 20 heures, le bruit des portières claquait dans mon allée. Par la fenêtre, j'observais Kelly et Palmer s'approcher de ma porte d'entrée avec l'attitude agressive de ceux qui ont épuisé toutes les options rationnelles. Le premier coup de Kelly fit trembler l'encadrement de la porte. « Ouvre. Il faut qu'on parle. » J'ouvris calmement la porte, remarquant le visage rouge de Kelly et les poings serrés de Palmer. « Bonsoir. Comment s'est passée ta journée? Arrête de faire semblant d'être innocent. » Kelly me poussa dans l'entrée. « Palmer ne pouvait pas changer les serrures parce que tu as transformé la villa en une sorte de forteresse high-tech. La sécurité domestique intelligente devient de plus en plus populaire, observai-je d'un ton léger. Très efficace contre les accès non autorisés. » Palmer s'approcha, tentant d'utiliser sa taille pour intimider. « Soit tu arrêtes ce jeu ridicule et tu nous donnes la villa, soit tu oublies que tu as une fille. Est-ce censé être une menace ou une promesse? » Les yeux de Kelly brillèrent de fureur. « On trouvera un moyen de prouver ta culpabilité devant le tribunal. On te poursuivra pour harcèlement, pour détresse émotionnelle, pour tout. Sur la base de quelles preuves? Un rapport de police qui n'a constaté aucune activité illégale? Tu sais ce que tu as fait? » La voix de Kelly se brisa de frustration. « Tu as orchestré tout ce cauchemar, et on va le prouver. » Je m'appuyai contre l'encadrement de ma porte, complètement détendu. « Prouve que tu as vécu ce que la police a identifié comme un dysfonctionnement technique. » Bonne chance. Palmer essaya une autre approche. « Écoute, Fred, sois raisonnable. Tu es vieux et seul. De quoi as-tu vraiment besoin avec une si grande villa? » Les mots exacts que Kelly avait utilisés lors de notre confrontation téléphonique, il n'avait vraiment aucun élément original. Point de vue intéressant de la part de ceux qui ont tenté de me voler ma propriété sans permission. Kelly a finalement complètement cédé. « Parfait. Tu veux jouer les durs? Tu ne verras jamais de petits-enfants. Quand j'aurai des enfants, ils ne sauront jamais que leur grand-père a existé. Tu mourras seul et oublié, comme maman. » La cruauté d'invoquer la mémoire d'Elisabeth aurait dû me blesser. Il y a 3 ans, cela m'aurait poussé à m'excuser en larmes et à négocier désespérément. Maintenant, cela ne faisait que confirmer mes conclusions sur le caractère de ma fille. De la même manière que tu as oublié de demander la permission avant de céder ma villa. Ce n'est pas fini. La voix de Kelly s'éleva jusqu'à devenir un cri. On va te détruire. On va ruiner ta réputation, monter tout le monde contre toi. Quand on aura fini, tu regretteras de ne pas nous avoir donné la villa. Palmer hocha la tête avec agressivité. Elle a raison. On a des amis, des relations. On va te rendre la vie impossible. J'observais leur visage avec un détachement clinique. Kelly, la fille que j'avais élevée et pour laquelle je m'étais sacrifié, promettait maintenant de me détruire parce que je refusais d'abandonner l'œuvre de ma vie. Palmer, le gendre que j'avais accueilli dans la famille, menaçait de déclencher une guerre sociale parce que ses parents ne pouvaient pas me voler ma maison. Tu as fini? Kelly s'approcha, le visage déformé par la malice. On ne fait que commencer. Tu n'as aucune idée de ce dont on est capable. En fait, j'en avais une idée très précise. Leur capacité s'étendait à la manipulation psychologique, aux tentatives de vol et aux attaques personnelles virulentes, mais ils avaient déjà déployé toutes leurs armes, et je suis resté debout. Plus important encore, ils venaient de me fournir toute la justification nécessaire à la solution finale que j'envisageais depuis le coup de fil de la veille. Eh bien, dis-je doucement, on verra bien qui est le plus capable. Quelque chose dans mon ton fit reculer Palmer. Kelly hésita, reconnaissant peut-être que ces menaces avaient eu un effet imprévu. On part, annonça-t-elle, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais cette conversation n'est pas terminée. En fait, répondis-je en les regardant reculer vers leur voiture. Je crois que oui. Je fermai la porte et retournai à mon bureau, où la photo d'Elisabeth attendait sur mon bureau. Demain, je passerai quelques coups de fil. Marcus Chen d'abord, puis quelques autres contacts professionnels. Kelly pensait comprendre la guerre. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre tactique et stratégie. Mercredi matin, j'ai vécu le moment que j'organisais depuis le premier appel de Kelly. À 10 heures,
J'étais assis dans la salle de conférence de Bradley Walsh, regardant ma fille et ses complices franchir la porte avec l'assurance agressive de personnes persuadées d'avoir les cartes en main. Bradley, mon notaire depuis 15 ans, avait tout préparé selon mes instructions du mardi soir. Des documents juridiques étaient étalés sur la table polie comme des preuves dans un procès, ce qui était bien le cas à bien des égards. Kelly s'est assise juste en face de moi, la mâchoire serrée par la détermination. Très bien, papa. Nous sommes là pour régler cette histoire de villa une bonne fois pour toutes. Palmer s'est placé à côté d'elle, les bras croisés dans une pose qu'il pensait probablement intimidante. Carl et Margaret Thompson se sont installés sur des chaises le long du mur, leurs expressions mêlant espoir et traumatisme persistant dû à l'expérience technologique de dimanche. J'apprécie que vous soyez tous venus, ai-je dit calmement. Bradley a des informations importantes à partager. Kelly plissa les yeux. Fini les formalités. Nous voulons que la villa soit transférée immédiatement aux parents de Palmer. Fini les tergiversations. Fini les tergiversations. En fait, répondis-je, j'ai bien peur que ce soit impossible. Palmer se pencha en avant avec agressivité. Rien n'est impossible si vous signez les papiers. Nous avons été patients assez longtemps. Vous vous méprenez? Je fis signe à Bradley, qui s'éclaircit la gorge avec une précision professionnelle. Je ne suis plus propriétaire de la villa. Le silence dura 10 secondes. Le visage de Kelly commença à changer de couleur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Demanda Palmer. Bradley ouvrit le premier dossier sur son bureau. Monsieur Martinez avait transféré la propriété de la propriété du lac Tao à la Fondation Second Chance pour l'aide aux sans-abri. Le transfert fut finalisé lundi matin et est parfaitement légal. La voix de Kelly se brisa comme du verre brisé. C'est impossible. Tu n'avais aucun droit. J'avais parfaitement le droit de transférer la propriété que je possédais, dis-je doucement. Tout est légalement documenté et irréversible. L'assurance de Palmer s'effondra, mais nous avions un accord. Kelly dit que la villa était à nous. Le ton professionnel de Bradley ne faiblit jamais. Monsieur Martinez ne peut transférer que la propriété dont il est réellement propriétaire. La fondation est désormais propriétaire de la villa. Kelly se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous avons besoin de cette villa. Vous avez essayé de la voler, observai-je. Cela semblait une solution plus appropriée. La voix de Margaret Thompson tremblait de confusion. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Où allons-nous vivre? Tu devras prendre d'autres dispositions, dis-je, comme tu t'attendais à ce que je le fasse lorsque tu as essayé de m'expulser de ma propre propriété. Les mains de Kelly tremblaient en agrippant le bord de la table. Ce n'est que de la rancune, une pure vengeance. C'est justice, je soutins son regard avec assurance. Et c'est définitif. Le visage de Palmer était devenu blême sous les conséquences financières. Nos projets, notre avenir, nous comptions sur cette villa pour résoudre nos problèmes. Tu aurais peut-être dû demander la permission avant de faire ces plans. Bradley étala d'autres documents sur la table. Le transfert caritatif comprend une clause d'utilisation à vie pour Monsieur Martinez en tant que donateur. Il conserve un accès complet à la propriété jusqu'à sa mort. Ensuite, rien ne change pour toi. La voix de Kelly monta vers l'hystérie. Tu peux toujours l'utiliser. Tout change. Je corrigeai. Tu n'y as plus aucun droit. Carl Thompson parla pour la première fois, d'une voix faible et confuse. Donc, nous n'obtenons rien après tout. Après avoir tenté de me voler ma propriété par la manipulation psychologique et les menaces. C'est exact. Kelly se laissa retomber sur sa chaise, la lutte s'évaporant de son visage tandis que la réalité s'installait. Quand as-tu fait ça? Lundi matin, immédiatement après ton expérience technologique. Le moment lui fut infligé comme un coup de massue. Lundi après l'incident de la villa, mais avant leur confrontation chez moi. Chaque menace, chaque exigence, chaque mot cruel n'avait eu aucun sens dès le moment où elle les avait prononcés. La voix de Palmer n'était plus qu'un murmure. Tu préparais tout ça. J'avais toujours prévu de protéger mes biens contre des gens qui pensaient pouvoir les prendre par la manipulation et l'intimidation. Kelly fixait les documents juridiques comme s'ils allaient se dissoudre sous son regard. L'histoire de la charité? C'est juste une ruse, non? Une façon de garder le contrôle. Bradley répondit avant moi. La Fondation Seconde Chance est une organisation caritative légitime. Le transfert est authentique et irrévocable. Alors, tu as gagné, dit Palmer avec amertume. C'est ce que tu voulais entendre? Je ne voulais rien entendre de vous, mais puisque vous insistiez sur ce conflit, oui, j'ai gagné. Le sang-froid de Kelly finit par craquer complètement. Vous avez détruit notre avenir. Les parents de Palmer n'ont nulle part où aller. Ils peuvent aller n'importe où, sauf à ma villa. Margaret Thompson se mit à pleurer doucement. Carl lui tapota l'épaule avec les gestes impuissants d'un homme qui n'avait jamais compris comment ils en étaient arrivés là. Kelly se tenait sur des jambes chancelantes, son agressivité assurée remplacée par une défaite creuse.
Allez, il n'y a plus rien à discuter. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, je lançai une dernière observation. Kelly? Elle se retourna, le visage couvert d'épuisement et de rage. La prochaine fois que vous tenterez de manipuler quelqu'un, rappelez-vous que l'expérience professionnelle est plus efficace que le terrorisme émotionnel. À chaque fois, la porte se refermait derrière eux avec un léger clic. Bradley et moi étions assis dans un silence confortable, entourés des documents juridiques qui venaient de mettre fin à une guerre que je n'avais jamais voulu mener. Magistralement planifié, Fred, dit finalement Bradley. 30 ans de contrat de construction m'ont appris à toujours avoir une stratégie de sortie. J'ai rassemblé mes copies des documents et me suis dirigé vers la porte. Il était temps de prendre la route jusqu'au lac Tao et de profiter de ma villa en toute tranquillité. Jeudi matin, pour la première fois depuis 3 ans, j'ai pu admirer le lever du soleil sans peur, colère ou calcul défensif. J'ai roulé jusqu'au lac Tao à travers le paysage printanier californien, ressentant une chose que j'avais presque oubliée, un simple contentement. La villa m'a accueilli dans le silence d'une maison qui appartenait à nouveau entièrement à son occupant légitime. J'ai utilisé ma clé sans regarder par-dessus mon épaule, je suis entré sans prêter attention aux voix hostiles, j'ai traversé des pièces qui gardaient le souvenir d'une guerre technologique récente, mais je me suis senti comme purifié. Ma première tâche a été de restaurer les lieux. Les caméras de Derek se sont facilement démontées, leur matériel de fixation sophistiqué cédant la place à des outils basiques et à une fonction précise. Détecteur de mouvement, assistants vocaux, système de projection. Chaque élément de notre complexe théâtre de vengeance a été soigneusement emballé dans des cartons pour être rendu à mon voisin serviable. En 2 heures, la villa avait retrouvé son état naturel. Plus de lumière clignotante, plus de microphones cachés, plus de défense technologique surveillant les approches invisibles, juste une maison au bord d'un lac, appartenant à une fondation caritative, était occupée par un homme qui n'avait plus besoin de se protéger de sa propre famille. J'ai préparé du café avec la même machine qui avait été témoin du chaos de dimanche, puis j'ai emporté ma tasse sur la terrasse, où Elisabeth et moi avions partagé d'innombrables matinées paisibles. Le lac s'étendait devant moi, sa surface reflétant le soleil de fin de matinée selon des motifs qui semblaient danser avec la possibilité plutôt qu'avec la menace. Pour la première fois depuis la mort de ma femme, je me suis assis complètement immobile. La transformation était presque mystique dans sa plénitude. Il y a 3 ans, j'étais un veuf brisé qui confondait amour et abandon, gentillesse et faiblesse, loyauté familiale et acceptation des abus. L'homme qui avait bâti un empire du bâtiment à partir de rien avait en quelque sorte oublié comment protéger ses propres limites. La voix d'Elisabeth murmurait à travers mes souvenirs, mais plus claire maintenant, libérée du chagrin et de la manipulation. « Sois patiente avec Kelly », avait-elle dit. Elle est en train de digérer sa perte. Mais Elisabeth n'avait jamais voulu que la patience devienne une victimisation permanente. Elle n'avait jamais suggéré que l'amour exigeait d'accepter le vol, la manipulation et le terrorisme psychologique. La femme qui, épouse d'un homme d'affaires déterminé, je n'aurais pas voulu qu'il devienne un paillasson, même pour leur fille. La gentillesse sans respect de soi n'est pas de la gentillesse, dis-je à voix haute à la terrasse vide. Ce n'est que de la faiblesse déguisée en vertu. Les sommets entourant le lac semblaient acquiescer. La nature elle-même délimitait ses limites. L'eau restait dans ses limites. Les montagnes maintenaient leur fondation. Les saisons changeaient selon leur propre rythme, indépendamment des exigences humaines. Kelly avait passé 3 ans à tester mes limites, découvrant qu'elles pouvaient être déplacées, dissoutes, complètement ignorées. Chaque manipulation réussie lui avait appris que l'amour signifiait capitulation, que les liens familiaux garantissaient un accès illimité à tout ce que je possédais ou gagnais. Je lui ai inculqué cette leçon par mon propre comportement, chaque chèque que j'avais signé, chaque demande que j'avais acceptée, chaque fois que j'avais choisi une paix temporaire plutôt qu'un respect durable. La revanche technologique avait été satisfaisante, mais finalement inutile. La véritable victoire était plus simple et plus durable. Apprendre à dire non. Apprendre que se protéger n'était pas de la cruauté, mais de la santé. Apprendre que certaines relations ne survivent pas à l'instauration de véritables limites. Mon téléphone était resté silencieux pendant 24 heures. Pas d'appel frénétique de Kelly, pas de menace de Palmer, pas de tentative désespérée de trouver des failles dans le transfert caritatif. Ils avaient enfin compris ce que j'avais découvert dans le bureau de Bradley. La guerre était finie, et ils avaient complètement perdu. Mais plus important que leur défaite était mon rétablissement. Le veuf endeuillé, qui avait confondu exploitation et amour, avait disparu. À sa place siégeait un homme qui se souvenait de sa propre valeur, qui comprenait que la véritable bonté exigeait de la force, et non de la faiblesse. Elisabeth aurait été fière, non pas de la vengeance peut-être, mais de l'estime de soi, de l'homme qui avait redécouvert que se protéger était un acte d'amour. Amour pour sa mémoire, amour pour sa propre dignité, amour pour la possibilité que des relations fondées sur le respect mutuel puissent encore exister quelque part dans son avenir.
Le soleil de l'après-midi me réchauffait le visage tandis que je terminais mon café et que je réfléchissais aux étranges mathématiques de la famille. Kelly avait calculé que la manipulation émotionnelle plus la pression financière équivaudrait à un accès permanent à mes biens. Elle n'avait jamais imaginé que le traumatisme, le temps et la réflexion stratégique pourraient donner naissance à un père qui apprendrait enfin à se protéger. Le calme éternel du lac Tao reflétait une vérité que j'étais enfin prêt à accepter. Certaines batailles ne se terminent pas par la réconciliation, mais par la compréhension que la paix exige de la distance. Certains amours s'expriment par des limites plutôt que par l'abandon. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis senti à nouveau moi-même. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci de votre attention.